Allô les kikis! Aujourd'hui, on parle fromage. Plateau de fromage spécifiquement, mais fromage en général avec Yannick Hachim. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Yannick, dis-moi, comment est-ce qu'on devient maître fromager? J'aurais tendance à dire qu'on devient marchand fromager, plus avant d'être maître fromager, juste par la passion ou l'intérêt qu'on peut avoir pour les gens qui fabriquent le fromage, avant le fromage. Parce que les gens qui fabriquent le fromage nous amènent sur des... On est sur des fermes, on est sur des petites productions, on est dans des paysages, des endroits magnifiques. Donc, le fromage, ça va au-delà du produit. J'aurais aimé ça savoir à 18 ans que ce métier existait. Ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, Yannick, tu as 4 fromageries maintenant dans le Grand Montréal? 5 fromageries. 5? Une à Saint-Jérôme, oui, qui existe depuis 1975. Ensuite, 3 fromageries à Montréal, Dollard-des-Ormeaux, Outremont et sur la rue Beaubien. Et une fromagerie magnifique aussi à Québec, dans le quartier de Limoilou. Ah! Ouais. Ben c'est celle-là qui me manquait. Quand on est resté à Québec, je sais pas si c'était là. Les enfants sont nés là en 2006. Est-ce que tu étais là? Ça fait déjà une dizaine d'années que la fromagerie existe. Il faut savoir qu'elle existait avant sous un autre nom. Donc, avec Nathalie Filion qui est là-bas, on fait une bonne équipe, je pense, pour avoir une belle diversité fromagère à Québec. Ouais. Alors, ça s'appelle Yannick Fromagerie. OK? Donc, vous irez voir. Mais, outre ça, en plus, tu viens de sortir ce magnifique bouquin. Tout frais. Suggestion cadeau. Bon, première suggestion cadeau, vous donnez le livre avec un plateau de fromage. Parce que vous êtes bien élevé. Ça serait le cadeau ultime. Hein? On est d'accord? C'est le cadeau ultime, c'est clair. À vous? Oui. Et je dois vous dire que ça fait des années que c'est sur notre liste de rencontrer Yannick. Mais c'était de ma faute, je t'ai juste pas contacté. C'est pas parce que tu m'as jamais répondu. La liste était tellement élevée. Mais je rêvais de faire une vidéo pour vous de comment... Bien, probablement démystifier certains mythes reliés au fameux plateau de fromage. Là, le temps des fêtes approche, c'est vraiment un classique d'avoir un beau plateau de fromage, mais qu'est-ce qu'on doit avoir sur un plateau de fromage? Et je pense qu'il y a tout plein de questions qu'on peut couvrir aujourd'hui. Oui, la première question qu'il faut se poser, puis ça, je suggère fortement de le faire le matin avec un bon café pour éviter d'avoir une distorsion, c'est de savoir combien de personnes on va être pour calculer la quantité nécessaire. La quantité nécessaire, à prime abord, c'est en accompagnement, fin de repas, 75 grammes par personne. D'accord. C'est une moyenne. Hein? On va partir de cet élément-là, puis après ça, on viendra falsifier les calculs pour augmenter la quantité, mais c'est déjà un bon guide. 75 grammes par personne, par exemple, vous êtes 10 personnes, on va prendre un chiffre simple, 750 grammes. Et pour faire une portion viable pour chacune des personnes, on va le diviser en 3 dans ce cas-ci, donc des portions de 250 grammes chacun. Tout le monde va pouvoir se servir 25 grammes de chacun des fromages pour totaliser 75 grammes. C'est important de le faire le matin, je vous le rappelle, parce que c'est un peu plus dur après l'apéro. Peut-être pas, parce que si t'en commandes plus, il t'en reste les jours suivants le party, chose que je pense que moi j'aime. J'aime ça quand il m'en reste. C'est une possibilité. Moi, je dois admettre à Yannick que pourquoi j'ai ce questionnement-là, c'est qu'il y a des types desserts. Puis moi, je suis un type fromage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finissent leur repas, puis ils ont toujours faim pour le dessert, même s'ils venaient de dire il y a 3 secondes, j'ai plus faim. Quand j'ai rencontré Lionel, ses parents sont français. Et j'ai pris 10 livres cette année-là, je pense. Parce qu'honnêtement, à chaque repas, il y avait le plateau de fromage, puis moi, je suis incapable de résister à un bon plateau de fromage. Moi, je suis pas convaincu que le 10 livres, c'est le fromage. On va enlever ça tout de suite. Qu'on soit salé ou sucré, on peut monter un plateau de fromage et puis amener la notion de sucré sur le salé, ou on peut garder une version plus salée. Je donne un exemple facile. On a un bloc de Parmigiano Reggiano sur le plateau. On peut l'associer avec du miel, par exemple, ou une confiture de fruits. Donc, on vient amalgamer ce côté un peu dessert, festif, la pointe de sel pour l'amateur de salé. Donc, on vient combiner ces 2 éléments-là. Et ça pourrait être apéro en version plus salée et une version plus plateau sucré-salé. Absolument. Puis là, tout vient dans le choix du fromage. Puis là, on peut associer le bon fromage avec le côté sucré. Traditionnellement, moi, je me rappelle, quand je fais un plateau, ce que j'avais appris de je sais pas qui, je me rappelle plus qui, c'est que ça prenait une bonne variété de fromage. Là, ça commençait par un fromage très
basic que tout le monde aime, genre un brie, un pâte dure, puis un bleu pour finir. Oui. Est-ce que c'est encore vrai? Ben, le critère de base de texture du fromage, ça reste quand même une base importante. Les gens viennent nous voir en boutique, puis vont nous demander une sélection de fromages. Un des premiers critères qu'on va choisir, c'est la texture. Pâte molle, semi-ferme, ferme ou pâte dure, cassante. C'est encore un bon élément, mais maintenant, on peut aller un petit peu plus loin que ça. La diversité de fromages qu'on retrouve au Québec est quand même assez particulière, voire peu reproductible ailleurs dans le monde. Et puis, on a des couleurs, on a des intensités aromatiques, toutes des choses que je mentionne dans le livre. On a aussi des types de lait qui peuvent être utilisés dans le plateau pour avoir une belle diversité. Comme là, tu as un lait de chèvre. Absolument. Ben, ce qu'on peut retrouver dans le monde du fromage, lait de chèvre, lait de brebis, lait de vache, évidemment, qui composent une bonne partie de la sélection. On retrouve aussi des laits de bufflonne. Oui. On a 2 éleveurs au Québec. On en retrouve aussi à l'international en importation. Ça reste un petit peu plus exotique, mais c'est quand même un lait qui est intéressant. Donc, ça donne des fromages qui sont plus ou moins typés, dépendamment du style, de la famille de fromage à laquelle il appartient. Mais ça donne quand même une diversité complémentaire là, au plateau. Les pasteurisés. Les pasteurisés aussi. C'est des choix qui peuvent être importants, là, dépendamment des gens qui sont autour de la table. Donc, encore une fois, ça amène des caractéristiques supplémentaires. Donc, on sélectionne la quantité de fromage. Okay. Ça nous donne une variété, 3, 4 fromages, dépendamment des poids qu'on a calculés en fonction du nombre de personnes. On peut aussi se donner comme exemple, moi j'aime beaucoup le gruyère vieilli. Wow. Donc, je vais le rajouter dans ma liste. Quand je vais aller voir le marchand, je mentionne cet élément-là. Je veux 4 fromages, mais je veux absolument le gruyère vieilli. Le marchand va composer autour de ce fromage-là des textures, des couleurs, des intensités aromatiques pour plaire à tout le monde, tout en intégrant ton fromage préféré. C'est intéressant. OK. Donc, un plateau comme celui-là, ça serait pour combien de personnes environ, selon toi? On a facilement 10 personnes parce qu'on a des pièces qui avoisinent justement le 250-300 grammes. Même, je vous dirais, 14 personnes facilement ici dans ce cas-ci. Puis tous les gens vont pouvoir se servir. Ici, j'ai fait une sélection avec des types de lait différents. On a un lait de chèvre, un lait de bufflonne, on a des laits de vache, on a un lait de brebis ici dans le bleu. J'ai été sur des couleurs différentes aussi, des textures, des intensités aussi aromatiques qui sont assez diversifiées. Donc, on peut avoir du lactique, acidulé, dans le cas des 2 premiers ici. Après ça, on va avoir des notes de fruité intense, caramélisé, jusqu'à des notes de piquant aussi, champignons un petit peu plus rustiques. Ceci dit, on n'est pas toujours obligé de mettre des bleus sur un plateau de fromage. Hein. C'est pas une science exacte. On choisit des fromages qu'on a envie de mettre. Si le bleu ne fait pas partie de notre spectre de fromage, on met autre chose. On n'est pas obligé. Ben non. Est-ce que tu essaies, toi, de faire une balance de fromage du Québec avec des fromages internationaux ou c'est vraiment selon les goûts des gens? Non, je pense qu'aujourd'hui, la diversité des fromages qu'on retrouve au Québec, qui est vraiment unique en Amérique du Nord, permet d'avoir cet apport-là au niveau du plateau. Je pense qu'on n'a plus à faire la leçon pour les Québécois. Les Québécois demandent de façon automatique, je veux 1 ou 2 fromages du Québec. Le Québec n'est pas fermé sur lui-même. On a aussi des fromages de l'extérieur. Puis, on a des fromages qui ne sont pas nécessairement reproductibles au Québec, qu'on ne peut pas retrouver dans les mêmes connotations d'arômes ou d'intensité. Il nous manque de grottes. Oui, c'est ça, on manque de cave. Mais on a accès à cette panoplie de fromages-là. Donc, c'est intéressant de les amalgamer aussi avec nos fromages du Québec. Puis en fait, ça valorise aussi les fromages du Québec. Quand le fromage du Québec se retrouve sur un plateau avec des fromages européens, je pense que c'est avec fierté qu'on peut dire que ce fromage-là a sa place dans le monde du fromage. Ouais. Puis ça, c'est important d'aujourd'hui d'avoir cette ouverture-là puis de montrer ce qu'on sait faire. C'est vrai. Sans dire qu'il est meilleur ou moins bon. On fait pas de comparatif. On fait juste dire, on fait partie de la grande planète du fromage, puis les fromages du Québec, maintenant, ont leur place sur les plateaux. C'est vrai pour les cousins européens. Si vous venez au Québec, vous irez voir une des boutiques de Yannick parce que une chose que nous, on a constaté quand on est allé en Europe, c'est que chaque région a ses fromages. Et ils ont, en fait, la sélection semble énorme, mais c'est beaucoup. Bon, par exemple, à Lyon, on avait le Mont d'Or, on avait, tu sais. Mais ici, on a le Mont d'Or, mais on a aussi le Québec, c'est vraiment cette particularité-là. Puis, pour avoir voyagé sans prétention, on retrouve pas cette ouverture-là de tous les fromages du monde. Puis tout ça, là, c'est dû
aux différentes vagues d'immigration. Hein. On a les Anglais qui arrivent, ils nous apportent une culture fromagère qui est le cheddar, mais on fait venir aussi des cheddars d'Angleterre. On a les deux, on en fabrique, on en fait venir. Ouais. On a les Hollandais qui arrivent, on fait des types Gouda, hein. On pense à la famille Bergeron à Saint-Antoine-de-Tilly, mais on fait venir aussi des Gouda de l'extérieur. On a les Suisses qui arrivent, les Italiens qui arrivent. Ils nous amènent cette culture fromagère-là, on fait venir des fromages de chez eux, puis on en fabrique aussi ici. Puis les Québécois sont comme ça, on veut essayer, ça veut pas dire qu'on va aimer, mais toujours cette envie d'essayer, de découvrir. Ça, c'est une belle qualité qu'on a, puis ça se retrouve dans les plateaux de fromage, dans le fond. Les outils, les supports, qu'est-ce que tu aurais à suggérer, toi, que les gens aient en leur possession ou qu'ils achètent en boutique chez vous? Oui. Dans le fond, une fois qu'on a déterminé les quantités, ça nous donne une idée de la diversité, de la variété de fromage. Puis après ça, on peut choisir la grandeur du support. Si la table est longue, on va choisir 2 supports pour répartir en 2 les plateaux, pour éviter que le plateau fasse tout le tour, puis qu'à la toute fin, il n'y a plus rien. Le mononcle a tout pris le dernier morceau, l'avant-dernier morceau. Donc, 1 ou 2 plateaux. Ensuite, la couleur du support ou le type de support. On peut avoir de la porcelaine, on peut avoir de l'ardoise, on peut avoir du bois. Quel support on va choisir? Dépendamment de la sélection, ici, par exemple, on voit un support qui est noir, de l'ardoise, parce qu'on a choisi juste un fromage. Ça va être la vedette de la soirée. On prend juste un fromage et ce fromage-là, on vient sélectionner un accord spécifique et ça va être d'autant plus facile de marier un vin sur un seul fromage. Ça, c'est intéressant. Puis, le blanc sur noir, bien, ça permet au fromage vraiment d'être mis en valeur. Le support vient vraiment juste le supporter et le mettre en valeur au niveau de la couleur. Et puis, on ne se pose pas 2000 questions, ça va être quel vin, quel accord, etc. On choisit un accord qui va permettre de faire le lien avec le vin et avec le fromage. Puis vous voyez, on sort un petit peu du raisin traditionnel. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais le raisin avec le vin, des fois, ça peut amener une distorsion au niveau de l'acidité du vin. On peut aller sur des fruits, des poires, des kumquats, on a des pêches, des abricots. Aujourd'hui, on a des canneberges. Les noix, ça serait-tu correct aussi? Ben oui, les noix non salées, juste grillées. Non salées. Non salées, c'est bien important. Ouais. Juste grillées ou nature. Donc, encore là, très facile de faire des accords avec juste un produit. Mais je trouve ça super intéressant. J'aurais jamais pensé au niveau de recevoir, de faire un fromage puis un brillat savarin, on s'entend. Il faut être un peu inhumain pour ne pas aimer ça. Le triple crème, tout le monde va aimer ça. Même l'amateur. L'amateur, c'est un brillat savarin, c'est une indication géographique protégée. C'est un endroit spécifique en Bourgogne. Ça chevauche un peu la Champagne, mais on est sur un produit qui est accessible à tous. Puis là, vous pouvez vous amuser au niveau de l'accord. Si vous voulez présenter du pain, parce qu'on est sur un triple crème. C'est crémeux, c'est gourmand, c'est onctueux, c'est festif. On vient griller notre pain pour amener du croustillant. Donc, on vient mettre un support croustillant avec le fromage qui est crémeux, qui est onctueux. Puis là, on peut s'amuser, au lieu de mettre des fruits d'accompagnement, on vient choisir un pain qui a des fruits intégrés. Ouais. De la figue, du raisin, de la noix. Donc, tout notre kit, si vous voulez, il est déjà intégré dans 2 produits seulement. C'est intéressant. Puis on retrouve tous les éléments nécessaires. OK. Du croustillant, du crémeux, du gourmand. L'accord avec le vin est facile. Donc, ça peut être juste un fromage. Combien de temps, en termes de chambrée, Ouais. est-ce que, bon, si j'ai un mélange sur un plateau de fromage à pâte dure avec des pâtes molles, est-ce qu'il y a des fromages qui ne devraient pas être chambrés? Est-ce qu'ils doivent être... Température de service. Température de service, chaque fromage a à peu près cette température. On va faire ça simple. Moi, je suggère souvent, étonnamment, 15-20 minutes. C'est tout? C'est tout parce que si on sert un amalgame de fromage avec différents affinages, différents types de vieillissement, la pâte dure, plus âgée, va avoir tendance à transpirer rapidement. Donc, ça va faire une fine pellicule d'huile. C'est moins attrayant au niveau visuel. Je ne dis pas que ça ne devient pas moins bon, mais c'est moins attrayant. Donc, 15 à 20 minutes, de toute façon, le plateau va être sur la table, il va passer du temps, les gens vont discuter. On est en fin de repas, les gens sont beaucoup plus lents sur le service, là, à moins que vous les ayez affamés avant. Je ne sais pas, je pense pas. Un autre truc, si vous êtes sur une plaque de porcelaine ou d'ardoise, vous pouvez la mettre au froid la veille, puis vous faites votre mise en place sur une plaque qui est froide. Donc là, si vous le laissez un petit peu plus longtemps à l'extérieur avec votre mise en place, la température de votre pierre ou de votre porcelaine va permettre une gradation qui est beaucoup plus lente au niveau du produit.
L'été, là, les gens qui font des plateaux sur la terrasse, je sais que c'est Noël, puis on n'est pas rendu là, mais ça va venir, ça va revenir un jour, l'été. Donc, on peut aller sur des plateformes comme ça ou des supports qu'on a refroidis. Ensuite, on a le support en bois. Oui. Le support en bois, je trouve ça particulièrement intéressant si le plateau n'a pas à se déplacer autour de la table. Là, on peut aller sur un beau gros bloc. On est un petit peu moins nombreux. Puis, si on sert des fromages à pâte dure, qu'on devra casser ou couper, mais la planche de bois vient servir d'amortisseur pour la découpe. Et le produit, la planche, le support ne bouge pas. Donc, le bois avec le fromage, ça reste assez naturel, ça reste intuitif. Je pense qu'il faut garder cet élément-là, mais de façon différente. L'utilisation ne sera pas la même par rapport aux produits sélectionnés ou par rapport au service, de la façon qu'on veut procéder. Puis les outils, tu sais, moi, j'ai mon beau-père qui m'a donné... Bon, donc là, à quoi ça sert, la fourchette? Fourchette. En fait, quand vous coupez votre fromage, dans le fond, en fait, ici, on a des fromages déjà prédécoupés. Vous venez piquer. Le prendre avec absolument, la fourchette. absolument, absolument. Donc ça, c'est pour se servir une fois que le produit est découpé. Puis le couteau ici, des couteaux de ce type-là, ça va être beaucoup, beaucoup pour les pâtes molles. D'accord. Les fromages à pâte dure, on peut servir juste d'un couteau à pointe ronde pour venir casser des morceaux. Ou les fameux petits poinçons qu'on retrouve souvent en magasin là, qui permettent de casser les fromages à pâte dure. Ici, et là, on casse des gros morceaux et les gens, après ça, se piquent un morceau, comme ton parmesan magnifique. Là, le Parmigiano Reggiano ou un vieux Gouda ici qui amène la couleur. Donc, on vient le casser puis on vient piquer avec la pointe du couteau ou avec la fourchette à deux dents ici. Et est-ce qu'on devrait avoir un couteau pour chaque fromage? C'est quoi la règle? Idéalement, les pâtes molles doivent avoir leur propre couteau. Pour ce qui est des pâtes fermes, il n'y a pas beaucoup d'incidence sur la contamination au niveau du couteau. Exact. Donc, le couteau va rester relativement propre. Ça sera un couteau mou pour pâte molle. On peut aller sur une pâte molle ici. Ça, c'est surtout pour tartiner. Donc, un fromage à pâte molle, les triples crèmes, entre autres, les fromages de chèvre ou ici, le fuoco, qui est un fromage de lait de bufflone. Donc, ici, on va pouvoir l'utiliser sur ce type de lame-là. Sinon, aussi, on peut prédécouper des fromages pour que le service soit plus facile. Donc, on peut garder des textures cassantes, des pâtes fermes, semi-fermes. On pourrait faire une prédécoupe en petites portions individuelles qui permet aux gens de servir plus facilement. Bon, ma belle-maman, qui est française, a déjà chicané Chérie pour avoir mal coupé le fromage. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une étiquette? Donc, comment, tu sais, je me dirais, un fromage rond, je couperais en quartier. Définitivement. Donc, je vais juste prendre la lame. Donc, définitivement, on va venir faire des pointes, tout simplement. Puis, on va dégager les pointes, puis on coupe tout simplement en suivant la forme du fromage. Donc, toutes les meules rondes, c'est relativement facile. Ici, dans le cas des bûches, on part du début à la fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin dans le fond. On part d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de mauvaise façon pour se faire chicaner. Il y a quelqu'un qui va avoir un petit peu plus de bout, de croûte. Ce qu'on peut faire, c'est faire une première coupe ici, plus large, puis leur découper comme ça ici. Les autres personnes vont se servir après ça en tranches, mais on est venu guider la coupe finalement. Dans le cas des pâtes fermes ici, là, je suis venu défaire un peu un principe de coupe. C'est-à-dire qu'il y a deux principes de coupe dans le monde du fromage. Il y a le principe traditionnel où, par exemple, sur une pointe comme celle-là ici, on va tout simplement tailler, notre centre est ici, puis on va venir tailler comme ça. Ah oui! Tout simplement en suivant la forme du talon. Donc, on va suivre la coupe. Tout le monde a la même quantité Tout le monde a la même quantité de croûte. Par contre, dans le cas du fromage ici qui est plus cassant, plus friable, mais le poinçon ou la pointe ronde permettent de casser le produit. Puis ici, on a une croûte qui est cirée. Donc, dans le fond, il n'y a personne qui a avantage à consommer cette croûte-là puisque c'est une croûte artificielle. Le bleu... On peut le mettre comme ça sur la planche parce que c'est joli. Je trouve ça joli. Oui, on vient créer la hauteur du relief, mais on le couche évidemment pour la découpe, la pointe vers l'extérieur. La technique traditionnelle ici va imposer une coupe comme ça ici. Donc, idéalement... ça serait comme ça. L'autre technique qui est un peu plus moderne, qu'on voit beaucoup dans les concours en Europe, entre autres, c'est qu'on va finalement enlever cette partie-là qu'on ne consommera peut-être pas nécessairement. On donne au chien? Qui est plus salé. Le chien va être heureux. Mais on garde quand même la typicité du fromage en gardant la croûte qui est ici. Donc, ceux qui sont amateurs de croûte vont quand même avoir satisfaction. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe droit. Comme ça, et on enlève cette petite partie-là. Donc, on garde le talon pour le goût, pour le visuel.
Puis on vient créer des coupes plus esthétiques. Parce qu'ici, on s'entend qu'on a une... Ben, il n'y a pas de mauvais esthétisme du fromage, mais on vient changer un peu l'angle, puis on fait des triangles qui sont parfaits. Puis donc, le message se passe aussi à si vous êtes reçu chez quelqu'un qui a pris la peine de faire un beau plateau, puis que là, tu as quelqu'un qui vient se prendre un gros morceau. Oui. Ben donc, écoutez les règles. Donc, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est venir couper comme ça ici. Ouais. Ça, c'est vraiment... Comment ça, faut? Comme ça. Comme ça ici. Donc ça serait vraiment l'erreur totale. C'est probablement votre dernier Noël dans cette famille-là. OK, c'est clair. Donc, l'étiquette. Ce qui peut être intéressant aussi dans la découpe droite, c'est qu'on vient créer un triangle parfait. Et puis là, l'accompagnement peut aller sur la partie la plus large. Puis là, on vient créer vraiment un accord avec un produit spécifique. Si on avait le Roquefort, qui est une grande appellation d'origine contrôlée, avec un morceau de pâte de coin ici, qui est un fruit qui vient d'Espagne ou du Portugal. Donc, on vient créer le contraste salé-sucré. C'est magnifique. La méthode traditionnelle aurait voulu qu'on coupe en angle, mais ici, parce que j'avais une pièce qui était plutôt carrée, voire rectangulaire. Ça, c'est un gruyère de C'est un gruyère vieilli, tout à fait. Donc, on est sur un gruyère qui est vieilli à Calebac, qui est le nom du village. On est sur une cavité à l'intérieur d'une montagne et on va faire vieillir des gruyères suisses au-delà de 14 mois. C'est vraiment un centre spécialisé dans l'affinage des fromages gruyère. Le gruyère, traditionnellement, a 3 mois. Donc, ceux qui ont le potentiel de vieillir plus longtemps vont être amenés à Calebac. Ici, on avait une forme rectangulaire. Donc, j'ai enlevé le talon. J'ai fait le contraire du Roquefort. J'ai enlevé le talon et j'ai gardé, par contre, les croûtes sur les 2 extrémités. La croûte ici, sur un affinage prolongé, c'est une protection. Ça devient une deuxième peau. Ici, oui, on peut la consommer, mais elle va emmener de l'amertume. Donc, il n'y a pas d'intérêt au niveau gustatif. Donc, on se concentre sur l'intérieur de la pâte. Donc, en enlevant le talon, j'ai enlevé une partie qu'on n'aurait pas consommée, mais j'ai quand même gardé le visuel, peut-être plus petit, pour avoir quand même la couleur de la croûte. Puis, on se concentre sur la totalité de la pâte. Et encore une fois, on a toutes les parties du fromage. Soit les bords du fromage et le centre du fromage. Donc, on a respecté quand même l'authenticité du produit en termes aromatiques, mais en ayant un visuel plus facile. Dernière chose, les accompagnements. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu as amené des trucs que j'aurais pas nécessairement pensé. Puis effectivement, on dirait que le fameux plateau des Romains, tu sais, c'est les raisins, les noix. On s'en sort pas, on dirait. Puis pourtant, il y a tellement de belles options. Toi, tu en as plein en boutique. C'est quoi les règles? Ben, j'ai envie de dire, faut éviter d'avoir un plateau trop chargé en accompagnement. On peut choisir un accompagnement pour un fromage. On a plusieurs fromages, ça n'empêche pas d'avoir juste 1 ou 2 accompagnements pour 1 ou 2 fromages. Après ça, les accompagnements sont relativement simples. Plus le fromage va être salé, plus on peut aller vers le sucre. Je vais prendre, sans qu'il soit trop salé, le Parmigiano Reggiano, des accords vraiment extraordinaires. Le miel, par exemple. On fait des miels complètement fous ici au Québec, avec un produit italien authentique. On a un accord vraiment magnifique. Donc, on vient mettre le pot de miel à côté du Parmigiano Reggiano, juste un petit filet. L'accord est très simple au niveau des vins. Très bel accompagnement. Après ça, on peut aller sur des fruits un peu plus exotiques. Le coin, par exemple, qui nous vient du Portugal ou de l'Espagne. On vient le marier avec des fromages à pâte dure, des bleus. Donc, on vient casser l'effet salé de certains fromages, entre autres les bleus. On a aussi des figues ici qui sont confites, qu'on fait venir de l'extérieur. Donc, encore une fois, des fromages à pâte ferme, même des fromages à pâte molle, où on peut venir créer un accord avec le croustillant du pain grillé, une légère confiture pour ne pas masquer le goût du fromage, donc toujours dans le dosage. Pour les confitures, c'est simple. Si on fait un accord avec des vins, fruits blancs, confiture de fruits blancs, vin blanc, confiture de fruits rouges, vin rouge. Très simple. Okay. C'est pas parfait comme accord, mais c'est toujours mieux que d'aller dans des fruits trop acides ou de ce type-là. Là. Ah, ben génial, mon Dieu. OK, je pense qu'on a de quoi faire... Un plateau de fromage. Un sacré beau plateau de fromage pour les fêtes. Yannick, merci. Ça me fait plaisir, Manon. Merci. Puis pour le bon Noël, ben n'oubliez pas son livre. Moi, je viens de l'avoir, j'ai pas eu le temps de l'analyser, mais il est magnifique. C'est plein de belles photos de magnifiques produits. Et bien évidemment, les boutiques. Donc, sinon, ben, joyeuses fêtes! Merci, merci. On vous aime. Ciao, ciao!